La ville africaine existe-t-elle? C'est le grand débat. La ville africaine existe-t-elle? C'est le grand débat. Doit-on parler de la ville ou des villes africaines? Alors bien sûr, souvent on dit oui, l'Afrique n'est pas un pays. Bien sûr, l'Afrique n'est pas un pays. L'Europe n'est pas un pays. Donc il y a une distance au regard. Lorsque je suis en Europe, je vois l'Asie comme un grand tout. Lorsque je suis en Asie, je vois l'Europe et le monde occidental comme un grand tout. Vous êtes sur les trottoirs à Tokyo et vous allez trouver cuisine de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique. Et donc, cette question de villes africaines, elle est à la fois en fonction du regard qu'on a. Et donc, si je suis loin, plus je suis loin d'un continent, plus je vois le continent comme étant une unité. Alors, si je suis ici, on va me dire oui, mais l'Afrique n'est pas un pays. Non. Et quand je suis en Afrique, dans un pays, l'Afrique n'est pas un pays. C'est valable pour l'Europe, pour l'Asie, c'est valable pour l'Amérique. Ça ne nous fait pas encore avancer. On ne sait encore rien de plus. Par contre, tout comme il y a une Europe politique, il y a une Afrique politique. Il y a aussi une entité africaine qu'on trouvera beaucoup moins dans d'autres parties du monde. Un seul exemple. Dans chaque pays, on va soutenir l'équipe de foot de son pays, ensuite l'équipe de foot africaine. C'est très clair. Il n'y a pas de jugement de valeur là derrière. C'est juste donner quelques éléments qui nous permettraient de comprendre un peu plus s'il y a une vraie entité africaine, il y a une vraie ville africaine. Et donc je reprends mon exemple du football, ça veut dire qu'on est de proche en proche. Ça veut dire qu'on se sent comme étant, comme faisant partie d'une même unité. Donc, de ce point de vue-là, et d'un point de vue géographique, la ville africaine pourrait exister. Alors, on va partir de l'hypothèse qu'elle existe. Puisque, intellectuellement ou en termes d'identité, on a une existence, et en termes géographiques, on a une existence. Et comme je vous le disais, si je me déplace de côté, je vois également cette existence d'une entité. Donc, oui, la ville africaine existe. Maintenant, sous quelle forme? C'est là que ça devient difficile. On a compris qu'il y avait une géographie, qu'il y avait une entité, mais maintenant, il faut commencer à voir si toutes ces villes sont les mêmes. Et c'est ça que nous aimerions discuter. Et lorsque l'on va à Cotonou, lorsque l'on va à Kigali, lorsque l'on va à Harare ou à Marrakech, on se rend compte qu'il y a certes des similitudes, mais comme dans toutes les villes du monde. Mais il y a aussi des différences notables. Est-ce une atmosphère qui ne serait pas la même? Bien sûr. La lumière, le soleil n'arrive pas. Le climat n'est pas le même. La forme de la ville, même si elle tend aujourd'hui à s'homogénéiser, n'est pas la même. Si la forme urbaine est, comme je le prétends, la résultante de la société qui y vit, eh bien nous aurons des sociétés différentes qui donneront des formes urbaines différentes. Et donc des villes différentes. Et on va passer de la ville africaine aux villes africaines. Donc nous irons, dans ce cours, parler de villes africaines au pluriel, car elles sont multiples. Malgré cela, on a des similitudes. Lorsque vous êtes dans la zone sahélienne, il y a des défis qui sont identiques. Il y a des enjeux qui sont identiques. Et donc, les réponses à ces défis et ces enjeux sont souvent les mêmes. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de ces villes finissent par se ressembler. Non pas par choix, simplement parce qu'elles répondent de la même manière aux mêmes enjeux. Nous verrons par la suite, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, c'est autre chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réponse est à peu près globale. Et les grandes instances internationales militent
pour cette réponse globale. Densifier, c'est une réponse globale. La densification est un bel exemple. La densification aujourd'hui est un exemple criant, car nous ne sommes pas sûrs qu'il faille densifier partout. Car le climat sahélien et le climat tropical ne devraient pas donner des formes urbaines identiques. Et donc, si je densifie là où il ne pleut pas, j'apporte de l'ombre. Si je densifie là où il pleut énormément, souvent j'apporte des problèmes. C'est-à-dire que je dois organiser l'écoulement de toutes ces eaux. C'est-à-dire que je dois organiser aussi la ventilation pour que l'humidité puisse s'en aller de temps en temps. Et traditionnellement, si je regarde les villages vernaculaires, si je regarde tout ce qu'on a à disposition, il s'agit juste de regarder. On a une tendance à l'étalement dans les zones tropicales et une tendance au resserrement dans les zones sahéliennes, voire les zones clairement arides. Les matériaux, si je reprends de nouveau l'histoire de l'urbanisme, Tombouctou, en terre, ne peut être que là. L'architecture qui se développe en pays tropical n'est pas cette architecture de terre. Pourquoi? Parce que s'il pleuvait énormément à Tombouctou, bien, on aurait des problèmes d'infiltration d'eau dans les murs en terre. Et les quelques pluies annuelles sont gérables. On peut à nouveau remettre en place les dégâts faits par la pluie. Imaginez qu'il pleuve pendant 6 mois, l'architecture ne serait plus adaptée. Donc on a une adaptation de l'architecture et donc de la forme urbaine qui en découle. Cette adaptation, elle est climatique avant tout. Aujourd'hui, on a perdu tout ça, et donc la densification ou la densité telle qu'on la promeut, c'est une injonction internationale. C'est ce que veulent les grandes instances internationales. Mais on doit aussi l'interroger et la remettre en doute. Et il est très clair que cette densification, comme on la souhaite, n'est pas souhaitable sur l'ensemble des villes. Et donc là, on a déjà un premier élément de réponse. Ça veut dire que ma réponse ne peut pas être globale. Ça veut dire que ma réponse devra être en fonction déjà d'un climat. Nous verrons par la suite qu'il n'y a pas que le climat, mais c'est déjà un premier point. Donc en résumé, oui, la ville africaine existe puisqu'elle fait partie d'un ensemble, et oui, les villes africaines existent puisque cette ville unique se décline en une multitude d'autres villes, avec des qualités différentes, avec des ambiances différentes, avec des rythmes différents. Nous l'avons montré dans certaines de nos recherches. Nouakchott en Mauritanie, Abidjan en Côte d'Ivoire ne se réveillent pas à la même heure. Ça ne veut pas dire que plus on se lève tôt, mieux c'est. Ça veut juste dire qu'il y a des rythmes différents qui sont aussi en fonction du climat parfois, d'habitude ou d'autres choses, mais les villes ne se réveillent pas au même moment. Si vous allez à New York, si vous allez à Paris, si vous venez en Suisse, d'où je vous parle aujourd'hui, eh bien vous verrez que les magasins n'ouvrent pas aux mêmes heures. Et faites le test chez vous. Sur les quelques villes que vous connaissez, à quelle heure les magasins ouvrent-ils? Sur un pays, en gros, c'est globalement toujours la même chose, mais vous verrez qu'il y a des différences notables déjà entre le monde des petites villes et le monde des grandes villes. Et ensuite, entre New York et Abidjan, il y a sans doute aussi des différences dans ces horaires. Ça, c'est une manière aussi de décrire, et c'est une manière de comprendre les rythmes et d'amener des éléments de différenciation entre ces villes sur lesquels on peut également travailler lorsque l'on est gestionnaire urbain. En quoi les villes africaines seraient-elles différentes des autres villes? En quoi seraient-elles différentes? Ça dépend de l'indicateur. Elles peuvent être différentes en rien.
car finalement, on a un certain nombre d'éléments qui sont les mêmes partout. Les voitures sont produites et ont les mêmes dimensions, à peu près. Il y a quelques exceptions aux États-Unis où on trouve de plus grandes voitures, mais elles sont à peu près identiques, puisqu'on peut les acheter sur l'ensemble de la planète, dans toutes les villes. Ça veut dire que le dimensionnement des routes est le même. Voilà. Donc si je regarde les routes, alors on aura quelques subtilités, on aura parfois des marquages au sol sur nos routes qui ne seront pas les mêmes. Parfois de larges trottoirs, parfois de petits trottoirs. Mais globalement, on a les mêmes choses. Donc il y a toute une série comme ça de choses qui sont les réseaux urbains, qui sont les mêmes à peu près partout. Leur gestion peut être différente, mais leur gestion la retrouve à peu près partout. Et donc, la réponse à cette question pourrait être aucune différence. Il n'y a aucune différence. Et pourtant, quand vous allez vous balader à Bamako, quand vous allez vous balader à Brazzaville, vous n'êtes pas à New York, vous n'êtes pas à Tokyo. Et donc ça veut dire qu'il y a des différences qui se font ailleurs. Les différences, elles se font, et je l'ai déjà dit avant, au niveau du climat. La sensation physique, lorsque l'on se promène dans une ville, n'est pas la même s'il fait chaud, s'il fait froid. Donc le contexte même, et de nouveau, ces choses-là se voient à partir de l'habitant ou à partir du promeneur dans la ville. On n'est pas là à regarder une ville comme une maquette, on est au milieu de la ville à déambuler, et c'est cette déambulation-là qui nous permet d'appréhender les choses. Donc là, le point de vue de l'observateur, il est sur le sol, les pieds bien posés, et en train de marcher dans une ville où il habite, ou une ville où il travaille, une ville qu'il visite. Ça, c'est très important. Ça met en avant la question de l'observateur. Et tout ce qu'on va dire ici, c'est l'observateur qui est dans la ville et qui regarde. Et on voit effectivement les mêmes voitures que partout. Plus ou moins boueuses, plus ou moins poussiéreuses, plus ou moins propres, plus ou moins en bon état, mais ce sont les mêmes voitures. Par contre, la sensation que moi j'ai, quand il fait froid, quand il fait chaud, cette sensation climatique est extrêmement différente. Donc ça nous donne un premier élément. Ça veut dire que, globalement, on est dans des climats relativement chauds. Et là, il faudrait caricaturer un peu, c'est que, oui, elles sont différentes, ces villes africaines, si je les compare aux villes du Canada qui sont dans la neige la moitié de l'année. Après, il y a une sensation autre. Il y a des couleurs. Il y a toutes ces choses sensibles qu'on parle très peu en urbanisme parce qu'on ne sait absolument pas comment les gérer, mais qui est en relation avec nos 5 sens. Les villes ont une odeur, plus ou moins bonne, mais les villes ont une odeur. Les villes ont un son, un bruit, une sonorité. Et donc, je peux comme ça, avec mes 5 sens, le goût, on pourrait encore en parler, disons mes 4 sens, me rendre compte que, de manière tout à fait sensible, il y a un point commun entre ces villes. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ces villes, en quoi elles seraient différentes, c'est que la plupart des villes, et je l'ai dit tout à l'heure, subissent une pression démographique comme il n'y en a pas ailleurs au monde. Et en ça, toutes ces villes africaines sont différentes du reste du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette pression-là. Et cette pression est extrêmement importante parce qu'elle va agir sur les réponses qu'on va donner. En fonction des enjeux et des défis, on va répondre plus ou moins différemment. Donc, ce n'est pas les villes qui forment une unité qui serait différente, in fine. Ce qui fait l'entité des villes, c'est qu'elles ont des enjeux communs. Et ces enjeux ou ces défis
C'est ça qui ensuite va les définir comme une entité des villes africaines. Ah, il y a le défi de l'énergie, celui de l'environnement, mais qu'on trouve aussi ailleurs. La démographie, on en a parlé. La mobilité, migration, mais il y a aussi ailleurs. Mais c'est cette réunion de ces multiples défis énergétiques, démographiques, environnementaux et migratoires. Démographiques et migratoires pourraient être considérés comme un seul grand défi. Moi, j'aime à les séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois, on parle de quantité et d'augmentation de la quantité des gens, et une fois, on parle de flux, et donc de mobilité de ces gens, qui sont deux concepts totalement différents. C'est pour ça qu'on les sépare. Mais c'est donc pas les villes qui, visuellement, même si, comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'on se promène dans ces villes, on a des sensations et des sentiments qu'on retrouve à Bamako, à Ouagadougou, dans les villes sahéliennes, qui font qu'il y a une manière de nous prendre comme habitants, de nous prendre comme visiteurs, de la même manière qui en crée une unité. Mais c'est du domaine du sensible, et comme je le disais, on est encore très mal à l'aise sur ces questions sensibles, même si elles existent, et même s'il faudra à un moment donné adresser ces questions-là aussi. Mais ce qu'on a comme point commun entre toutes ces villes, et ce qui en fait leur différence, c'est justement les grands défis qui sous-tendent à ces villes.